Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition. Elle s'appelle UTER, l'usine de traitement des eaux résiduaires. Et bien, après une grande phase de rénovation, la Principauté vient d'achever l'extension de cette usine de traitement. Suite à l'accord de jumelage et de partenariat signé avec un établissement scolaire à Dubaï, le commissaire général chargé de la direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Isabelle Bonal, s'est rendu au pavillon Monaco de l'exposition universelle. À quelques heures des célébrations de la Sainte Dévote, nous recevrons un auteur de bande dessinée, Yvon Bertorello, suite à la sortie de Dévota, itinéraire du martyr de la Corse à Monaco. Du football caritatif avec le match hier au soir au profit de l'association Fightets Monaco, une façon de faire oublier en quelque sorte l'annulation du Festival international du Cirque de Monte-Carlo. D'un côté l'équipe du Prince Albert II, les Barbadians, et de l'autre l'équipe de la Princesse Stéphanie, le Cirque FC, à l'occasion de la deuxième édition de la Fightets Cup. Il était connu pour son coup franc redoutable du gauche quand il jouait à l'ASM. Maintenant, il est reconnu pour son franc-parler sur RMC. Il était de la partie au Stade Louis II. Jérôme Rotten a délocalisé son émission pour l'occasion. C'est ce qu'il nous expliquera. Il s'appelle les Barracudas. C'est le nom de l'équipe de hockey sur glace monégasque. Et oui, vous ne le savez peut-être pas, mais on peut pratiquer le hockey sur glace en Principauté sur la patinoire du Port Hercule. Eh bien, les Barracudas ont reçu lundi soir une équipe d'anciens joueurs pro de Nice. Et enfin, nous vous présenterons une exposition à découvrir dès demain à la galerie Hauser & Wirth. Le titre, Abstraction corporelle, anatomie fragmentée. La Principauté vient d'achever l'extension de son usine de traitement des eaux résiduaires dans la poursuite de sa démarche de préservation de la Méditerranée engagée depuis de longues années. Ces travaux ont permis d'introduire des nouvelles technologies de pointe développées par Veolia. Vanessa Dessy vous en dit plus sur des images d'Alexandra Marangoni. Mise en service en 1990, l'usine de traitement des eaux résiduaires est un modèle d'intégration en milieu urbain. Elle est la première station d'épuration au monde construite en souterrain sans nuisance. Elle traite non seulement les eaux usées de la Principauté, mais également celles de la commune de Beau-Soleil et d'une partie des territoires de Cap-d'Aille et de la Turbie. Avant rejet à 800 mètres au large des côtes monégasques et à 100 mètres de profondeur. D'importants travaux entre 2018 et 2020 ont permis à la station de disposer d'une capacité de traitement augmentée de 30% grâce à un quasi-doublement de la surface technique enterrée. Aujourd'hui, les rejets, puisque l'enjeu sur l'environnement, ce sont nos rejets sont à 99% traités. Ce qui est quand même énorme. Nous avons des taux qui sont 40% supérieurs aux normes européennes. Donc vraiment, on est dans la digne lignée de l'impulsion, de la volonté du souverain de prévenir notre avenir, anticiper, se doter des moyens nécessaires pour pouvoir justement maîtriser notre impact sur l'environnement. Ces travaux représentent une prouesse technique en raison de l'espace contraint et souterrain de l'installation, à près de 11 mètres en dessous du niveau de la mer. La performance de traitement s'appuie sur des technologies de pointe. Les technologies utilisées sont les meilleures technologies du monde en matière de traitement biologique, mais également en matière de traitement des boues. Mais le chantier a été rendu particulièrement difficile parce que la station d'épuration est dans un immeuble, elle est enterrée et il a fallu poursuivre l'exploitation de la station d'avant pendant les travaux. Et donc ceci était particulièrement compliqué lorsqu'on est en plein site urbain. Désormais, cette usine est un concentré de technologies de pointe alliant compacité, efficacité et absence de nuisance, plaçant la Principauté parmi les États les plus exigeants en matière de protection de la Méditerranée. Une première pour l'éducation nationale monégasque. Des accords de jumelage et de partenariat viennent d'être signés avec un établissement scolaire de Dubaï aux Émirats arabes unis. Des programmes d'échange entre collégiens des deux pays seront ainsi mis en place. L'occasion pour Isabelle Bonal et Christophe Pratt de rendre visite au pavillon Monaco de l'exposition universelle. Reportage. Les parcours se sont enrichis et les ambitions se sont affirmées. C'est le constat d'Isabelle Bonal, ancienne professeure de lettres à Monaco, qui retrouve ici certains de ses anciens élèves. L'occasion de se souvenir de la qualité de l'enseignement en Principauté. On est vraiment très suivis, très pris en... Enfin, ils s'intéressent beaucoup à nous et on est très privilégiés justement, je trouve, dans le niveau éducationnel. On n'avait pas oublié, si vous voulez,
de faire en sorte que nos élèves se sentent bien dans leur peau, heureux à l'école et qu'ils s'épanouissent au sein d'un établissement. C'est la compétition, mais pas uniquement ça. L'école de Monaco, c'est l'école de tous. C'est aussi une école qui s'exporte. Pour la première fois, des échanges auront lieu entre des élèves des collèges Al Raya de Dubaï et FANB de Monaco. Initiative soutenue par la ministre émirati de l'Éducation ici à l'image. Objectif, imaginer ensemble l'école du futur. C'est de continuer cette collaboration et ce partenariat ou ce jumelage et cet échange culturel bien après Expo et continuer ça sur le long terme. Et on est très content d'avoir cette collaboration et cet échange culturel entre les élèves émiratis et les élèves monégasques. Et on espère que c'est le début d'une grande histoire entre les Émirats et Monaco. Et à la vue des œuvres réalisées pour la délégation monégasque par ces jeunes Dubaïotes, l'accord est peut-être devenu encore plus évident. On a vraiment été reçus d'une manière tout à fait adorable. Vraiment, on est très émus parce qu'ils nous ont reçus grandement, on peut dire. 40 écoles de Dubaï proposent désormais une option langue française, une évolution dont Monaco est en partie le moteur. Revenons à Monaco avec le point info d'Alexandra Pani. Bonsoir. On débute avec le conseil communal qui s'est réuni ce lundi. Oui, bonsoir Fabien. Et il a notamment été approuvé à l'unanimité ce lundi soir par le conseil communal les dénominations des différents espaces du nouveau quartier Maréterra. Parmi les noms retenus, l'on pourra d'ici quelques années déambuler le long de la promenade Prince Jacques avant de rejoindre l'avenue Maréterra au centre du projet. Dans la partie ouest du côté du nouveau petit port, l'on trouvera le quai du Portier, la place Princesse Gabriella ou encore la piscine Princesse Charlène. Mais il faudra encore patienter jusqu'à la fin 2024 pour découvrir ces nouveaux lieux de la principauté. Et Fabien, en ce 25 janvier justement, nous avons une pensée pour la Princesse Charlène puisqu'il s'agit de son anniversaire aujourd'hui. Un très bel anniversaire donc. Autre sujet dans l'actualité, cette nouvelle adhésion au programme Mr Goodfish. Il s'agit de l'hôtel Columbus situé dans le quartier de Fontvieille. Mr Goodfish est un programme européen qui a pour but de sensibiliser le public et les professionnels à la consommation durable des produits de la mer. Mr Goodfish recommande donc des espèces à privilégier selon 3 critères, l'état des ressources, la taille et la saison. Les célébrations de la Sainte-Dévote débutent ce mercredi, mais cette année, pas de feu d'artifice de prévu. Oui Fabien, l'on s'en doutait, l'information a été confirmée aujourd'hui par la mairie de Monaco. Le traditionnel spectacle de feux d'artifice et pyromélodique prévu initialement mercredi soir est finalement annulé. Merci Alexandra, et sachez que ce mercredi, nous serons en direct sur Monaco Info à 18h40 pour vivre ensemble les célébrations de la Sainte-Dévote. Aux commentaires, Sandrine Nègre et l'abbé Venard. Mais avant cela, nous voulions vous parler de Sainte-Dévote d'une façon très originale, avec une bande dessinée qui vient de paraître, Dévota, itinéraire d'une martyre de la Corse à Monaco. Nous sommes avec l'auteur, Yvon Bertorello. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Sainte-Dévote, pourquoi elle? Qu'est-ce qui vous a intéressé au point d'en faire une bande dessinée? Écoutez, moi je suis connu pour faire des bandes dessinées historiques et habitant à la Turbie, étant voisin de la Principauté, ça me paraissait naturel de proposer à la Principauté de traduire cette magnifique histoire, cette légende de Sainte-Dévote en bande dessinée. Parce que j'estime qu'avec une bande dessinée, on touche un très large public. Quand cette idée de BD est arrivée, tout de suite elle a été approuvée à la fois par Monsieur Roger Rossi et Guy Boscali. Voilà comment c'est né, comment est né le projet, comment il s'est monté. Très rapidement on s'est documenté. J'ai pensé qu'il fallait faire une BD très historique, puisque Sainte-Dévote c'est une légende, mais une légende ça signifie qu'il y a un fondement historique. C'est très important de préciser ça, c'est un personnage qui a réellement existé, et à partir des documents qu'on avait, on a construit un scénario, si je puis dire. C'est l'histoire de Sainte-Dévote, bien sûr, mais racontée par un grand-père à sa petite-fille, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Faire une bande dessinée complètement chronologique, c'est assez barbant, surtout vis-à-vis de la jeunesse. Donc on s'est dit qu'il fallait trouver un fil rouge, et le fil rouge était un grand-père qui raconte à sa petite-fille l'histoire de
de Sainte-Dévote, patronne de Monaco, de la famille princière et de la Corse. Et évidemment, on a aussi consulté une historienne, Christine Didier, qui est spécialiste du monde romain, parce que la légende de Sainte-Dévote s'inscrit dans l'histoire. Puisque c'est une légende, il y a donc un fondement historique. Quelles étaient les complexités dans la création de cette BD pour vous ? L'écueil dans lequel on ne doit pas tomber, c'est faire une BD agéographique, une BD assez mièvre, et l'autre écueil, c'est une BD purement historique qui enlève tout l'élément spirituel, l'aspect spirituel de Sainte-Dévote. Sainte-Dévote, pour l'Église catholique, c'est une martyre, c'est un témoin. Elle a réellement existé. Donc il fallait trouver ce juste compromis entre une BD purement historique et une BD qui raconte la vie d'une sainte dévote. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour le portrait, le visage, le personnage en BD de Sainte-Dévote, parce que l'on ne sait pas forcément à quoi ressemblait Sainte-Dévote à l'époque, on la voit ici à l'antenne sur la BD. Qu'est-ce qui vous a inspiré ? On s'est inspiré de gravures qui se trouvent dans des catacombes à Rome. On a un peu modernisé, si je puis dire, son portrait. Voilà, ça a été la base de notre documentation. Et c'est pour tout public, parce que c'est quand même une femme qui a été martyrisée, torturée ? Alors c'est tout public, comme je l'ai dit au début, parce que c'est à la fois une BD religieuse, puisqu'on parle d'une martyre, mais également historique. On parle des persécutions sous l'Empire chrétien, sous Dioclétien. On raconte réellement ce qui s'est passé en Corse, près de Bastia, et ça c'est réel. Ensuite, la légende, c'est un mélange entre un fondement historique et puis des choses orales qui se transmettent et qui viennent s'ajouter. Alors quelquefois, au bout de 1000 ans, on a du mal à démêler le vrai du faux. Ce qui est sûr, c'est que Sainte-Dévote a réellement existé, c'est un personnage historique, et c'est donc la protectrice de la principauté de Monaco. C'est ça l'important. Absolument. J'ai lu que les bénéfices iront au profit d'associations caritatives, c'est bien ça ? Alors, les deux mécènes, Roger Rossi et Guy Boscali, en faisaient un point d'honneur. Ils ne cherchent pas à tirer profit de ce projet, loin s'en faut. La totalité des bénéfices des exemplaires vendus en principauté de Monaco et dans le département français voisin des Alpes-Maritimes sera reversée entièrement à des associations caritatives monégasques. Dévota, itinéraire d'une martyre de la Corse à Monaco, une BD en vente dès mercredi en librairie au prix de 15,90 €. Vous serez d'ailleurs en séance de dédicace demain à la papeterie L'Alphabet dans la rue de Millau, c'est ça ? Alors nous avons envisagé toute une série de dédicaces et la première, naturellement, est en principauté de Monaco. Elle aura lieu demain, mercredi 26, à partir de 9 h, toute la journée à la librairie Alphabet. Yvon Bertorello, merci. Merci encore Fabien. À direction le stade Louis II où se déroulait hier soir la deuxième édition de la Fighters Cup, un match de football caritatif opposant l'équipe du Prince Albert II, les Barbades-Juan, à celle de la princesse Stéphanie, le Cirque FC. Une rencontre au profit de l'association de lutte contre le VIH, Fighters Monaco. Frédéric Elion et Sylvain Péroumal étaient sur place. Les héros de l'épopée de Ligue des Champions en 2004, Ludovic Giuli, Jérôme Roten, Toto Schillaci ou encore Flavio Roma. Des anciennes stars du ballon rond comme Youri Djorkaeff, Clarence Seedorf ou Didier Deschamps, tous étaient réunis lundi soir au stade Louis II pour la deuxième édition de la Fighters Cup. Un match caritatif au profit de l'association Fighters Monaco, opposant les Barbades-Juan en rouge, l'équipe du Prince Albert II, au Cirque FC, maillot bleu, la formation de la princesse Stéphanie. Après demi-temps de 35 minutes et grâce à un doublé de l'ancien attaquant italien du Bayern Munich, Luca Toni, le Cirque FC s'impose 2-1 et soulève le trophée. Là, c'était un petit peu le conflit sympa avec Louis, donc qui est le capitaine de l'autre équipe. Ça fait un mois que lui il me dit que son équipe était au top, elle était prête. Moi de mon côté, je disais la même chose. Donc on s'est un petit peu gentiment chambré. Puis bon, aujourd'hui, il y a un de la famille, une de la famille qui aura le trophée à la maison. Et le fiston le regardera. Encore une belle réussite, du monde, des beaux noms, mais aussi un score qui est toujours pas en notre faveur. On va espérer faire mieux l'année prochaine. Mais voilà, l'envie était, le beau jeu était là, c'est ce qui compte et que les gens aient pu apprécier ça aussi. Et c'était top, j'ai pris du plaisir comme d'habitude. Après le talent est toujours pas là, hein. À chaque fois je viens sur un terrain, je m'améliore pas, donc ça c'est dommage, mais bon, d'un autre côté c'était pour la bonne cause, donc vraiment content d'avoir fait partie de ce match. C'est presque un devoir pour nous de faire des
des choses bien, et comme ce soir pour Fight Tales avec la princesse Stéphanie. Donc quand on peut donner de son temps et de notre carrière pour des bonnes causes, je pense qu'on aime tous le faire. Tous les joueurs qui étaient là ce soir, on était vraiment à fond aussi pour se battre pour cette cause-là. Et puis après, c'est de jouer avec des joueurs comme ça, moi je pourrais faire ça toutes les semaines. Hein. Et la 3e édition ne sera pas la semaine prochaine, mais l'an prochain, avec encore une fois 2 grands noms du football réunis à Monaco pour la bonne cause. Et parmi les joueurs qui composaient l'équipe des Barbagians hier au soir, Jérôme Rotten, désormais consultant pour la radio RMC, l'ancien milieu de terrain de l'AS Monaco, était aux côtés d'Emmanuel Petit pour son émission Rotten sans flamme, en direct des tribunes du Louis II. On l'écoute au micro de Frédéric Elion. Toujours un plaisir de venir là jouer avec les Barbagians. Donc retrouver des anciens, le plaisir du vestiaire, et puis surtout jouer pour cette cause-là aussi. Donc je trouve qu'il y a un ensemble de choses qui est très positif. Et puis vu que j'ai toujours mes petites entrées ici à Monaco, il n'y a pas de souci par rapport à délocaliser l'émission. Au contraire, je pense que c'est toujours agréable pour tout le monde d'essayer de mettre en avant l'événement et de mettre en avant aussi des anciens. Je pense qu'on a tous la crédibilité pour parler de football par rapport à notre expérience. On ne se prend pas la tête, il y a l'ambiance d'investir, ça je suis fier de ça. C'est qu'en l'espace de quelques semaines, on a réussi à mettre ça à l'antenne, ça transpire en tout cas de la bonne humeur, du chambrage, de l'analyse, sans se prendre la tête. J'ai la chance aussi d'être bien entouré, il y a quand même des sacrés personnages, j'ai la chance là, je suis avec Manu Petit sur l'émission, il y en a d'autres, il y a Pascal Olmeta qui a participé là, il y a Nico Anelka qui nous a rejoint cette année, voilà, Mathieu Bonnemer, Eric Dimeco, Lionel Charbonnier, voilà, ça fait quand même du monde. On a réussi à créer quelque chose de très sympa et ça se voit en termes d'audience. Donc si les gens écoutent, c'est qu'ils aiment l'humeur et le ton de l'émission. On passe à un autre sport bien moins pratiqué que le foot avec l'équipe de hockey sur glace de Monaco. Les Barracudas, c'est leur nom, jouaient ce lundi soir leur premier match de la saison à domicile, une rencontre face à l'association Nice Hockey Vétérans, son véritable enjeu, mais important en ce qui concerne le développement constant du hockey sur glace en principauté. Un reportage de Yannick Debever et Lionel Bernardi. J'espère que vous allez vous faire plaisir, que vous allez gagner surtout et que vous allez surtout bien représenter Monaco. Le hockey sur glace monégasque continue son petit bonhomme de chemin. Ce lundi soir, les Barracudas se sont confrontés à d'anciens joueurs professionnels de Nice. Loin d'être compétitif, l'objectif est véritablement de faire connaître le hockey dans la région et surtout augmenter sa popularité à Monaco. On essaye de créer des événements comme ce soir, comme le dernier match que nous avons fait à Oron, pour justement promouvoir non seulement le hockey, mais aussi le club en général, et pourquoi pas un jour un endroit dédié pour pratiquer ce sport. L'infrastructure dédiée, c'est tout simplement une patinoire homologuée par la Fédération française de hockey sur glace. Un projet porté depuis plusieurs années déjà, mais qui se heurte au manque de place en principauté. Malgré ce handicap, les Barracudas donnent du cœur à l'ouvrage face aux Niçois bien meilleurs, venus là pour s'amuser et bien sûr aider le club monégasque. Si on peut éventuellement faire connaître un peu ce sport dans cette région, qui est un très très beau sport, mais malheureusement très méconnu. Donc voilà, si on peut participer un petit peu à cette publicité pour notre sport. Nice, Briançon et Gap sont 3 villes de la région actuellement en Ligue Magnus. 3 voisins qui peuvent aider les Barracudas. Justement, en faisant venir des Aigles de Nice jouer contre les Barracudas, ça permet de voir comment on peut se dérouler une telle rencontre et à terme, pourquoi pas, faire sur 2 ou 3 soirées dans la saison avec d'autres équipes comme Briançon, comme Gap. La défaite est anecdotique. La saison se poursuit pour les Barracudas. La prochaine rencontre à domicile sera internationale puisque Monaco affrontera une équipe de Lettonie le 17 février prochain. Un match prestigieux pour prendre encore plus d'expérience. À ce reportage concernait une équipe d'adultes, eh bien sachez qu'il y a aussi des enfants et des adolescents qui pratiquent le hockey sur glace à Monaco. Alexandra, on vous retrouve pour une chronique culturelle et le cycle de conférences de la Fondation Prince Pierre de Monaco lancé ce lundi.
L'autre moitié de la Lune, les artistes femmes dans l'art moderne. Cette conférence était animée par l'historienne de l'art et conservatrice du patrimoine Camille Morino. En discutant de son parcours personnel et professionnel, elle est revenue sur l'importance et la portée des créations d'artistes féminines sur notre vision du monde. Prochain rendez-vous le 31 janvier au Théâtre des Variétés avec la réalisatrice Mia Hansen-Love. Le prince Albert II a visité le cabinet de curiosité lancé par l'Institut audiovisuel de Monaco lundi soir. Le cabinet de curiosité de l'Institut audiovisuel de Monaco propose une mise en musée de ses collections, conçue comme un décor de cinéma, une scène ouverte et une boîte lumineuse. Des expositions annuelles permettront de partager ce patrimoine avec le public. Et vous pouvez bien sûr venir le découvrir à votre tour. L'entrée est libre du lundi au vendredi. La bibliothèque irlandaise Princess Grace a dévoilé le thème de son programme culturel pour l'année 2022. Oui, l'Irish Library célébrera le centenaire du chef-d'œuvre de James Joyce, Ulysse. L'auteur sera donc au cœur de cette année 2022, ainsi que Dublin et les villes qui l'ont inspiré. Sachez que la bibliothèque possède un exemplaire de la première édition d'Ulysse, qui sera donc prêté au Centre culturel irlandais à Paris. Fabien, vous pourrez retrouver l'ensemble du programme de cette année sur le site www.pgil.mc. Une idée de sortie pour les plus jeunes pendant ces vacances de février, Alexandra? Le nouveau musée national de Monaco propose des séries d'ateliers pour les 5-7 ans ou les 8-12 ans à la Villa Paloma, mais aussi à la Villa Saubert. Au choix, les enfants pourront être inscrits sur des ateliers journaliers ou hebdomadaires. Ils pourront travailler sur l'autoportrait, une tapisserie interactive ou encore la réalisation de maquettes, costumes et accessoires pour théâtre de marionnettes. Les réservations s'effectuent uniquement par email à l'adresse public@nmnm.mc. Parlons art à présent avec cette exposition à découvrir dès demain à la galerie Hauser & Wirth. Le titre, Abstraction corporelle, anatomie fragmentée. Les explications de Frédéric Hélion sur des images d'Olivier Bonello. Elles viennent du Brésil, de Pologne, de France ou des États-Unis. 12 artistes féminines présentent leurs travaux à la galerie Hauser & Wirth Monaco à l'occasion de l'exposition Abstraction corporelle, anatomie fragmentée. Inspirée en partie d'un essai de Linda Nochlin, l'exposition de 49 œuvres montre le corps et l'anatomie dans toute sa complexité, questionne les stéréotypes sur le genre et évoque plusieurs thèmes: la force, la fragilité, la sexualité, la maladie, la violence ou encore l'amour. The idea is to look at how women artists have transformed a language of art that was established perhaps in the early 20th century, and how they look now at the female body, at the male body. There are incredible virtuoso painters here. There are some incredible sculptors using traditional materials such as marble or bronze, but also unconventional materials, resins, plastics. L'exposition Abstraction corporelle, anatomie fragmentée est à découvrir du 26 janvier au 26 mars à la galerie Hauser & Wirth Monaco. Alexandra, on vous retrouve une dernière fois aujourd'hui. Quel temps est prévu pour ce milieu de semaine? Le soleil sera de retour, Fabien. Un large ciel bleu est attendu sur l'ensemble de la journée, avec toutefois la présence de quelques nuages. Le mercure affichera 7 degrés au lever du jour et 12 degrés pour l'après-midi. Et Fabien, en ce 26 janvier, nous fêterons les Pauls. Sainte Paule, ou Paula, est une sainte chrétienne du 5e siècle et ses reliques se trouveraient dans la cathédrale Saint-Étienne de Sens. Vous les avez vus en vidéo, eh bien vous allez les voir à présent en photo. Les joueurs de foot qui se sont affrontés hier au soir au stade Louis II à l'occasion d'un match caritatif au profit de l'association Fight-Heads Monaco. Ce sont des clichés pris par Michael Alési. Ce journal est terminé, on se retrouve demain 19h pour une toute nouvelle édition. En attendant, passez une bonne soirée et portez-vous bien.